Avez-vous déjà ressenti ce décalage étrange avec le monde? Je ne parle pas d'une simple tristesse, non, mais de ce sentiment que les choses qui vous entourent, même les plus familières, perdent soudain leur contour, leur évidence. Un verre sur la table, le visage d'un passant, votre propre main posée devant vous, et tout devient soudainement autre, épais, presque absurde. Comme si le décor bien huilé de votre existence se fissurait, juste un instant, pour laisser entrevoir quelque chose de brut, de dérangeant, qui palpite juste en dessous. C'est précisément cette expérience, à la fois troublante et fondamentale, qui est au cœur d'un des romans les plus marquants du XXe siècle. Alors, bienvenue. Bienvenue dans ce voyage au cœur de la nausée. Le tout premier roman d'un certain Jean-Paul Sartre, publié en 1938. Et Sartre, ce n'est pas un nom que l'on peut ignorer. C'est l'un des plus grands séismes intellectuels du siècle dernier. Un penseur qui a osé placer la liberté humaine, nue et totale, au centre absolu de tout. Une liberté si grande qu'elle en devient vertigineuse. Et la nausée, eh bien, c'est la première déflagration, le point de départ de toute sa pensée, un véritable manifeste philosophique, mais déguisé sous la forme intime et fragile d'un journal. N'attendez donc pas ici une histoire classique, avec ses rebondissements et son dénouement attendu. Non, ce livre est une enquête, une plongée dans la conscience d'un homme, Antoine Roquentin, qui ne cherche pas un coupable, mais qui traque l'origine d'un mal qui le ronge, cette fameuse nausée. Au cours des prochaines minutes, nous allons suivre son enquête, pas à pas. Nous ferons d'abord sa connaissance, cet homme seul dans une ville sans âme. Puis, nous plongerons avec lui dans les symptômes de ce mal étrange, quand le monde se met à coller aux doigts et à perdre son nom. Nous assisterons, au pied d'un arbre, à la révélation fulgurante qui explique tout. Et nous verrons comment cette vérité, une fois découverte, fait voler en éclats toutes nos certitudes avant d'entrevoir, peut-être, une fragile porte de sortie. Préparez-vous, car cette exploration, dans les pages de Sartre, pourrait bien changer votre regard sur le monde. Et plus troublant encore, sur vous-même. Alors, qui est cet homme qui sent le sol se dérober sous ses pieds? Qui est le narrateur de ce journal intime? Il s'appelle Antoine Roquentin. C'est un historien, la trentaine passée. Un homme qui a, en quelque sorte, mis sa vie entre parenthèses. Imaginez un esprit brillant, mais un corps qui flotte. Il n'a ni famille, ni amis véritables, ni aucune attache. Il a soigneusement coupé les amarres qui relient la plupart des hommes au monde, croyant trouver dans la solitude une forme de pureté, de liberté. Cet isolement volontaire, il le pensait protecteur. En réalité, il a fait de lui le patient idéal, le terrain parfaitement nu pour la crise qui s'annonce. C'est un homme en marge, un fantôme parmi les vivants, avant même que la nausée ne le frappe. Et où trouve-t-on notre historien perdu? Dans une ville de province, au nom qui dit tout. Bouville, la ville de Boue. N'y cherchez aucun charme, c'est un décor de l'ennui. Imaginez des rues grises, une pluie fine et persistante, des bourgeois qui marchent d'un pas mécanique. Bouville, c'est la banalité de l'existence élevée au rang d'art sinistre, une ville qui ne vit pas, qui dure. Mais que fait-il dans cette prison à ciel ouvert? Roquentin s'est fixé une tâche immense, une discipline de fer. Il tente de ressusciter un fantôme. Il écrit la biographie d'un personnage du XVIIIe siècle, un aristocrate et aventurier, le marquis de Rollebon, un homme dont la vie, elle, a été pleine de panache, d'événements clairs et définis. Cette biographie, c'est son bouclier, son encre. En mettant de l'ordre dans la vie d'un mort, il espère conjurer le désordre qui grandit en lui. C'est son refuge de papier contre le chaos du réel. Mais ce bouclier se fissure.
Et c'est précisément là qu'intervient le livre que nous avons entre les mains. Ce journal n'est pas un caprice d'écrivain, un passe-temps. C'est un acte de nécessité. Roquentin sent que quelque chose lui est arrivé, comme il l'écrit, et il veut absolument y voir clair. Ce carnet devient donc son laboratoire. La page blanche est la seule surface où il tente de disséquer, avec la froideur d'un chirurgien, les sensations étranges qui l'assaillent. Et nous, auditeurs, nous ne sommes pas de simples spectateurs. En suivant son journal, nous devenons ses seuls confidents. Nous avons un accès direct, sans filtre, au cœur même de sa crise, au moment précis où le monde commence à basculer. Alors, la nausée. Qu'est-ce que c'est au juste? Oubliez tout de suite la simple envie de vomir, le malaise digestif. Ce dont parle Sartre est infiniment plus profond. C'est une maladie de la perception, une sorte de fièvre qui ne monte pas dans le corps, mais dans le regard que l'on porte sur le monde. L'une des premières crises se produit sur une plage. Imaginez Roquentin. Il se baisse, il ramasse un galet. Un geste anodin, mécanique, que nous avons tous fait 1000 fois. Mais soudain, dans sa paume, le galet n'est plus un galet. Ce n'est plus cette pierre lisse, familière, polie par la mer. C'est une chose, une présence sale, vaguement répugnante, qui pèse. Sa main se crispe. Il est obligé de le laisser tomber. Et cette expérience se répète partout, avec une violente croissante. La poignée de porte en laiton du café n'est plus un outil pour ouvrir. Elle devient une sorte de bête froide et métallique qui résiste au contact. Le velours rouge du siège de tramway n'est plus confortable. Il est pâteux, presque vivant, hostile. C'est comme si les objets, fatigués des rôles que nous leur faisons jouer, se rebellaient. Ils refusent d'être de simples outils et se montrent dans leur matérialité brute, pure. Et cette pureté est oppressante. Et cette rébellion des objets entraîne un autre effondrement, peut-être encore plus profond, celui du langage. Car la nausée, c'est avant tout une crise des mots. Les mots, ces petites étiquettes bien pratiques que nous collons sur le monde pour le domestiquer, pour le ranger, se décollent. Roquentin regarde un objet, il connaît parfaitement son nom, et se dit, c'est un verre, ce sont des bretelles. Mais le mot flotte dans l'air, vide. Il ricoche sur la surface de la chose sans jamais y pénétrer. Le mot a perdu son pouvoir magique, celui de capturer la réalité. Et alors, les choses se montrent nues. Elles ne sont plus des concepts, des fonctions bien rangées dans les tiroirs de notre esprit. Elles redeviennent ce qu'elles sont, une présence épaisse, une matière brute, presque visqueuse, qui existe avec une force obstinée. Imaginez, tout le monde familier, ordonné et sécurisant que les mots avaient construit pour vous s'écroule. Et à la place, vous ne voyez plus qu'un chaos grouillant, une réalité sans nom, qui vous submerge et vous donne précisément la nausée. Après des semaines de malaise diffus, d'objets qui se dérobent et de mots qui sonnent creux, tout va basculer en un seul instant, dans un lieu d'une banalité absolue, un jardin public. Imaginez la scène. Antoine Roquentin est assis sur un banc. Il ne cherche rien de particulier. Il laisse son regard errer. Il se pose sur la racine d'un marronnier, cette masse noire et tordue qui s'enfonce dans la terre juste devant lui. Au début, il essaye de la nommer, de se dire c'est une racine. Mais le mot ne fonctionne plus. Le mot est faible, abstrait. La chose, elle, est là, dans une présence brute, obstinée. Et là, soudain, c'est le choc, la compréhension foudroyante. Ce n'est pas une pensée, c'est une vision, une évidence aveuglante qui le submerge et lui coupe le souffle. Il comprend enfin. Il touche du doigt le cœur même de sa nausée. Cette racine, elle est simplement là.
Elle n'a aucune raison d'être là. Elle n'est pas nécessaire. Un triangle est nécessaire. Les angles feront toujours 180 degrés. Mais cette racine, elle aurait très bien pu ne pas exister, ou être différente. Elle n'a pas de but, pas de fonction précise qui justifierait sa présence. Elle existe, c'est tout. C'est une force brute, une excroissance qui n'a demandé la permission à personne. En un seul mot, elle est contingente. Ce mot, contingence, c'est la clé de tout. C'est un mot un peu philosophique, mais l'idée est terriblement simple. Être contingent, c'est exister sans aucune raison, sans aucune nécessité. C'est être là, alors qu'on pourrait tout aussi bien ne pas être là. Et ce sentiment, il se propage comme une onde de choc. La racine, oui, mais aussi le banc sur lequel il est assis, la grille du jardin, le jet d'eau de la fontaine, tout est contingent. Rien de tout cela n'est nécessaire. Tout cet univers est apparu sans raison, et il existe mollement, sans but. Et puis, le vertige final, la pensée insoutenable. Si tout est contingent, alors lui, Antoine Roquentin. La réponse le frappe en plein visage. Il est, lui aussi, contingent. Son existence n'est justifiée par rien. Il n'y avait aucune raison pour qu'il naisse, aucune mission qui l'attendait. Il est apparu, un point c'est tout. Il est de trop. Et voilà, nous y sommes. La nausée, ce n'est rien d'autre que ça. C'est la conscience brutale, physique, suffocante de cette existence injustifiée. C'est le sentiment d'être de trop dans un monde qui lui-même est de trop. C'est la découverte de la vérité fondamentale de l'existentialisme de Sartre. L'existence précède l'essence. Nous ne naissons pas avec un but ou une nature définie. Nous sommes d'abord jetés là, dans l'existence, et c'est seulement ensuite, face à ce vide, que nous devons tenter désespérément de nous construire un sens. Armé de cette terrible lucidité, Roquentin ne peut plus voir le monde comme avant. Et surtout, il ne peut plus voir les autres comme avant. Sa nouvelle vision, fluelle et sans phare, se cristallise lors d'une visite au musée de Bouville. Imaginez-le, déambulant dans les salles sombres, face aux portraits austères des notables du XIXe siècle qui ont bâti la ville. Les industriels, les maires, les hauts fonctionnaires. En les regardant, un mot lui vient aux lèvres, un mot brutal. Les salauds. Attention, ce mot, il faut bien le comprendre. Roquentin ne les traite pas de salauds parce qu'ils étaient moralement mauvais ou cruels. Non, leur faute, à ses yeux, est bien plus profonde. Ce sont des salauds parce qu'ils ont passé leur vie entière à se persuader et à persuader les autres qu'ils avaient un droit d'exister. Ils se sont drapés dans leur titre, leur statut social, leur fortune, comme dans une armure de certitude. Chaque portrait, chaque regard sévère, hurle: mon existence était nécessaire. J'avais une mission. J'ai ma place. Toute leur vie n'a été qu'une gigantesque mise en scène pour masquer leur propre contingence. Une tentative désespérée de transformer leur existence gratuite en destin glorieux. C'est une vaste mascarade solennelle pour ne pas avoir à regarder le vide en face. Mais cette fuite devant la vérité n'est pas seulement l'affaire des morts et des puissants. Roquentin la côtoie aussi chez les vivants, à travers deux figures qui incarnent, chacun à sa manière, la tragédie de l'échec. Il y a d'abord l'autodidacte, un homme étrange et touchant qu'il croise à la bibliothèque. Sa quête, s'instruire en lisant tous les livres, un à un, par ordre alphabétique. C'est une entreprise magnifique et totalement absurde. En dévorant le savoir de A à Z, il tente d'imposer un ordre artificiel,
une structure rigide sur le chaos infini du monde et de la connaissance. Il veut construire une muraille de savoir pour se protéger de l'absurdité de sa propre existence. C'est une quête de sens par l'accumulation, mais c'est un ordre vide, sans âme. Et puis, il y a Annie, son ancienne amante, la femme qu'il a aimée. Annie, elle, avait une autre stratégie pour échapper à la platitude de la vie. Elle ne cherchait pas le savoir, mais la beauté. Elle tentait de créer des moments parfaits, des instants isolés, théâtralisés, arrachés à la banalité du temps qui passe. Une conversation, un geste, une lumière particulière. Elle voulait transformer sa vie en une succession d'œuvres d'art pour lui donner une nécessité esthétique. Mais lorsqu'il la retrouve, Annie est une femme défaite. Elle lui avoue son échec. Les moments parfaits n'existent pas. La réalité, contingente et visqueuse, finit toujours par déborder. L'autodidacte et Annie sont deux miroirs de l'échec. Tous tentent de bâtir une digue pour contenir l'océan de la contingence. Et inévitablement, la digue se fissure. Nous retrouvons Antoine Roquentin à la toute fin de son voyage. Il est au fond du gouffre, prêt à quitter Bouville, cette ville qui fut le théâtre de sa crise. Son grand projet sur le marquis de Rolbon est mort, abandonné. Il a compris que raconter la vie d'un autre homme, c'était encore et toujours se confronter à la contingence, à cette existence injustifiée. Il n'a plus rien. Le vide est total. Il est assis dans un café, un de ces lieux anonymes où il a passé tant d'heures. Et puis, au milieu de ce naufrage intérieur, quelque chose se produit. Une serveuse pose une aiguille sur un disque, et une mélodie s'élève du phonographe. Une vieille chanson de jazz qui s'appelle Some of These Days. Et cette mélodie le frappe avec la force d'une évidence. Car contrairement à la racine du marronnier, cette chanson, elle, n'est pas contingente. La racine était une masse informe qui aurait pu ne pas être. La mélodie, elle, a un début, une succession de notes rigoureuses et une fin. Elle forme un tout parfait. Elle ne pourrait pas être autrement sans cesser d'être elle-même. Elle n'existe pas de la même manière que le siège de velours ou le verre de bière. Elle est. Elle existe dans un autre monde, un monde parfait, pur, vrai, où rien n'est de trop, un monde de nécessité. Et c'est là que jaillit l'étincelle, la seule, la minuscule lueur d'espoir du roman. Et si, et s'il pouvait lui aussi créer quelque chose comme ça? Pas une biographie, non. Une biographie ne fait que raconter une existence contingente. Mais un roman, une histoire, une œuvre d'art qui serait, comme il le rêve, dure et belle comme de l'acier. Une chose qui aurait sa propre nécessité, sa propre perfection interne. L'idée est vertigineuse. L'acte de créer une œuvre nécessaire serait la seule, l'unique façon de donner un sens, rétrospectivement, à sa propre existence, si désespérément contingente. Sa vie à lui, molle et injustifiée, servirait enfin à quelque chose, à faire naître cette chose dure et parfaite. En quelque sorte, se sauver soi-même en créant quelque chose qui, lui, n'a pas besoin d'être sauvé. Nous voici donc au terme de ce parcours. En résumé, la nausée nous a fait descendre, marche après marche, dans la conscience d'Antoine Roquentin. Nous avons d'abord partagé son malaise, ce sentiment poisseux d'un monde qui perd ses contours. Puis nous avons assisté avec lui à la révélation brutale au pied d'un marronnier. Cette vérité de la contingence, ce fait que nous sommes tous, fondamentalement, de trop.
Nous l'avons ensuite suivi dans son rejet des fausses certitudes, ces comédies sociales qui tentent de masquer le vide, pour enfin entrevoir avec lui une fragile porte de sortie, l'intuition que la création pourrait être l'unique moyen de justifier sa propre existence. Alors, La nausée est-il un livre désespérant? À première vue, on pourrait le croire. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Sartre ne nous laisse pas dans le vide pour nous y noyer. Il nous y plonge pour nous apprendre à nager. Car puisque rien ne nous prédestine, puisque l'existence n'a pas de sens donné d'avance, alors cela signifie que tout est à construire, que nous sommes les seuls architectes. C'est la fameuse idée de Sartre. Nous sommes condamnés à être libres. Condamnés car nous ne pouvons pas y échapper. C'est une responsabilité totale, parfois écrasante. Mais libres, car c'est aussi un pouvoir immense, celui d'inventer notre propre chemin, notre propre sens, à chaque instant. C'est le fondement même de l'existentialisme. Et c'est pourquoi la question fondamentale que ce livre nous lègue n'est pas pourquoi je suis là. Cette question, nous l'avons vu, n'a pas de réponse. La seule vraie question, la seule qui compte vraiment, est maintenant que je suis là, sans excuse et sans guide, qu'est-ce que je vais faire de cette liberté? Une question qui, des décennies plus tard, résonne avec une force intacte et qui vous est, maintenant, entièrement posée.